Merci beaucoup, Madame la Chancelière fédérale, Monsieur Teltschik, Mesdames et Messieurs. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir été invité à une conférence aussi représentative qui a réuni des hommes politiques, des responsables militaires, des entrepreneurs et des experts de plus de 40 pays. La structure de cette conférence me permet d'éviter une politesse excessive et la nécessité de parler en termes diplomatiques détournés, agréables mais creux. Le format de cette conférence me permettra de dire ce que je pense vraiment des problèmes de sécurité internationale. Et si mes commentaires paraissent indûment polémiques ou inexacts à nos collègues, je vous demanderai alors de ne pas vous fâcher contre moi. Après tout, ce n'est qu'une conférence. Et j'espère qu'après les 2 ou 3 premières minutes de mon discours, M. Teltschik n'allumera pas le feu rouge là-bas. Donc, il est bien connu que la sécurité internationale va bien au-delà des questions liées à la stabilité militaire et politique. Cela implique la stabilité de l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, la sécurité économique et le développement d'un dialogue entre les civilisations. Ce caractère universel et indivisible de la sécurité s'exprime dans le principe fondamental selon lequel la sécurité pour un est la sécurité pour tous. Comme le disait Franklin D. Roosevelt dès les premiers jours où éclatait la Seconde Guerre mondiale, lorsque la paix est rompue quelque part, la paix de tous les pays est partout en danger. Ces mots restent d'actualité aujourd'hui. Le thème de notre conférence, crise mondiale, responsabilité mondiale, en est d'ailleurs l'illustration. Il y a seulement 20 ans, le monde était divisé idéologiquement et économiquement, et c'était l'énorme potentiel stratégique de 2 superpuissances qui garantissaient la sécurité mondiale. Cette impasse mondiale a relégué les problèmes économiques et sociaux les plus aigus aux marges de l'agenda de la communauté internationale et du monde. Et comme toute guerre, la guerre froide nous a laissé des balles réelles, au sens figuré. Je fais référence aux stéréotypes idéologiques, aux doubles standards et à d'autres aspects typiques de la pensée des blocs de la guerre froide. Le monde unipolaire proposé après la guerre froide n'a pas non plus eu lieu. L'histoire de l'humanité a certainement connu des périodes unipolaires et des aspirations à la suprématie mondiale. Et qu'est-ce qui ne s'est pas produit dans l'histoire du monde ? Mais qu'est-ce qu'un monde unipolaire ? Quelle que soit la manière dont on pourrait embellir ce terme, il désigne en fin de compte un type de situation, à savoir un centre d'autorité, un centre de force, un centre de prise de décision. C'est un monde dans lequel il n'y a qu'un seul maître, un seul souverain. Et en fin de compte, cela est pernicieux, non seulement pour tous les acteurs de ce système, mais aussi pour le souverain lui-même, car il se détruit de l'intérieur. Et cela n'a certainement rien de commun avec la démocratie. Parce que, comme vous le savez, la démocratie est le pouvoir de la majorité à la lumière des intérêts et des opinions de la minorité. D'ailleurs, on enseigne constamment à la Russie, à nous, la démocratie. Mais pour une raison quelconque, ceux qui nous enseignent ne veulent pas apprendre eux-mêmes. Je considère que le modèle unipolaire est non seulement inacceptable, mais aussi impossible dans le monde d'aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement parce que s'il y avait un leadership individuel dans le monde d'aujourd'hui, et précisément d'aujourd'hui, les ressources militaires, politiques et économiques ne suffiraient pas. Ce qui est encore plus important, c'est que le modèle lui-même est défectueux car, à sa base, il n'existe et ne peut exister aucun fondement moral pour la civilisation moderne. Parallèlement, ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, et nous venons juste de commencer à en discuter, est une tentative d'introduire précisément ce concept dans les affaires internationales, le concept d'un monde unipolaire. Et avec quel résultat ? Les actions unilatérales et souvent illégitimes n'ont résolu aucun problème. En outre, ils ont provoqué de nouvelles tragédies humaines et créé de nouveaux centres de tension. Jugez par vous-même, les guerres ainsi que les conflits locaux et régionaux n'ont pas diminué. M. Teltschik l'a évoqué avec beaucoup de douceur, et ce n'est pas moins de personnes qui périssent dans ces conflits, encore plus qu'auparavant. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Nous assistons aujourd'hui à un hyper-usage presque incontrôlé de la force militaire dans les relations internationales, force qui plonge le monde dans un abîme de conflits permanents. En conséquence, nous n'avons pas la force suffisante pour trouver une solution globale à l'un ou l'autre de ces conflits. Trouver un règlement politique devient également impossible.
Nous assistons à un mépris de plus en plus grand pour les principes fondamentaux du droit international, et les normes juridiques indépendantes se rapprochent en fait de plus en plus du système juridique d'un État. Un État, et bien entendu les États-Unis en premier lieu, a dépassé ses frontières nationales de toutes les manières possibles. Cela est visible dans les politiques économiques, politiques, culturelles et éducatives qu'il impose aux autres nations. Eh bien, qui aime ça? Qui est-ce content de ça? Dans les relations internationales, nous constatons de plus en plus le désir de résoudre une question donnée en fonction de soi-disant questions d'opportunité politique basées sur le climat politique actuel. Et bien sûr, c'est extrêmement dangereux. Il en résulte que personne ne se sent en sécurité, je tiens à le souligner. Personne ne se sent en sécurité, parce que personne ne peut penser que le droit international est comme un mur de pierre qui le protège. Bien entendu, une telle politique stimule une course aux armements. La domination de cette force encourage inévitablement un certain nombre de pays à acquérir des armes de destruction massive. En outre, des menaces très nouvelles, bien que connues auparavant, sont apparues et aujourd'hui, des menaces comme le terrorisme ont acquis un caractère mondial. Je suis convaincu que nous avons atteint ce moment décisif où nous devons réfléchir sérieusement à l'architecture de la sécurité mondiale. Et nous devons procéder en recherchant un équilibre raisonnable entre les intérêts de tous les participants au dialogue international. D'autant plus que le paysage international est si varié et évolue si rapidement en fonction du développement dynamique d'un grand nombre de pays et de régions. Madame la chancelière fédérale l'a déjà évoqué. Le PIB combiné, mesuré en parité de pouvoir d'achat de pays comme l'Inde et la Chine, est déjà supérieur à celui des États-Unis. Et un calcul similaire avec le PIB des pays BRIC, du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine, dépasse le PIB cumulé de l'UE. Et selon les experts, cet écart ne fera que se creuser à l'avenir. Il n'y a aucune raison de douter que le potentiel économique des nouveaux pôles de croissance économique mondiale se transformera inévitablement en influence politique et renforcera la multipolarité. Dans ce contexte, le rôle de la diplomatie multilatérale s'accroît considérablement. La nécessité de principes tels que l'ouverture, la transparence et la prévisibilité en politique est incontestable et le recours à la force devrait être une mesure réellement exceptionnelle, comparable au recours à la peine de mort dans les systèmes judiciaires de certains États. Cependant, nous assistons aujourd'hui à la tendance inverse, à savoir une situation dans laquelle des pays qui interdisent la peine de mort même pour les meurtriers et autres criminels dangereux participent de manière légère à des opérations militaires difficiles à considérer comme légitimes. Et en fait, ces conflits tuent des gens, des centaines et des milliers de civils. Mais en même temps se pose la question de savoir si nous devons être indifférents et distants face aux divers conflits internes, aux pays, aux régimes autoritaires, aux tyrans, et à la prolifération des armes de destruction massive. C'était d'ailleurs également au centre de la question que notre cher collègue M. Lieberman a posée au chancelier fédéral. Si j'ai bien compris votre question, alors bien sûr, elle est sérieuse. Pouvons-nous être des observateurs indifférents face à ce qui se passe? Je vais également essayer de répondre à votre question. Bien sûr que non. Mais avons-nous les moyens de contrer ces menaces? Certainement. Il suffit de regarder l'histoire récente. Notre pays n'a-t-il pas connu une transition pacifique vers la démocratie? En effet, nous avons assisté à une transformation pacifique du régime soviétique. Une transformation pacifique. Et quel régime? Avec quelle quantité d'armes, y compris nucléaires? Pourquoi devrions-nous commencer à bombarder et à tirer dès maintenant, dès que l'occasion se présente? Est-ce le cas lorsque, sans menace de destruction mutuelle, nous n'avons pas suffisamment de culture politique, de respect des valeurs démocratiques et du droit? Je suis convaincu que le seul mécanisme capable de prendre des décisions sur le recours à la force militaire en dernier recours est la Charte des Nations Unies. Et à ce propos, soit je n'ai pas compris ce que vient de dire notre collègue, le ministre italien de la Défense, soit ce qu'il a dit était inexact. En tout cas, j'ai compris que le recours à la force ne peut être légitime que lorsque la décision est prise par l'OTAN, l'UE ou l'ONU.
S'ils le pensent vraiment, alors nous avons des points de vue différents. Ou alors je n'ai pas bien entendu. Le recours à la force ne peut être considéré comme légitime que si la décision est sanctionnée par l'ONU. Et nous n'avons pas besoin de remplacer l'ONU par l'OTAN ou l'UE. Lorsque l'ONU unira véritablement les forces de la communauté internationale et pourra réellement réagir aux événements dans les différents pays, lorsque nous laisserons derrière nous ce mépris du droit international, alors la situation pourra changer. Autrement, la situation aboutira tout simplement à une impasse et les erreurs graves se multiplieront. Parallèlement à cela, il est nécessaire de garantir que le droit international ait un caractère universel, tant dans la conception que dans l'application de ces normes. Et il ne faut pas oublier que les actions politiques démocratiques s'accompagnent nécessairement de discussions et d'un processus décisionnel laborieux. Chers mesdames et messieurs, le danger potentiel de déstabilisation des relations internationales est lié à la stagnation évidente de la question du désarmement. La Russie soutient la reprise du dialogue sur cette question importante. Il est important de conserver le cadre juridique international relatif à la destruction des armes et donc d'assurer la continuité du processus de réduction des armes nucléaires. Avec les États-Unis d'Amérique, nous sommes convenus de réduire nos capacités de missiles stratégiques nucléaires jusqu'à 1700 ou 2000 têtes nucléaires d'ici le 31 décembre 2012. La Russie a l'intention de remplir strictement les obligations qu'elle a contractées. Nous espérons que nos partenaires agiront également de manière transparente et s'abstiendront de mettre de côté quelques centaines de têtes nucléaires superflues pour les mauvais jours. Et si aujourd'hui, le nouveau ministre américain de la Défense déclare que les États-Unis ne cacheront pas ces armes superflues dans un entrepôt ou, comme on pourrait dire, sous un oreiller ou sous une couverture, alors je propose que nous nous levions tous et saluions debout cette déclaration. Ce serait une déclaration très importante. La Russie adhère strictement et a l'intention d'adhérer davantage au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ainsi qu'au régime de surveillance multilatérale des technologies de missiles. Les principes incorporés dans ces documents sont universels. À ce propos, je voudrais rappeler que dans les années 1980, l'URSS et les États-Unis ont signé un accord sur la destruction de toute une série de missiles à petite et moyenne portée. Mais ces documents n'ont pas un caractère universel. Aujourd'hui, de nombreux autres pays disposent de ces missiles, notamment la République populaire démocratique de Corée, la République de Corée, l'Inde, l'Iran, le Pakistan et Israël. De nombreux pays travaillant sur ces systèmes et envisagent de les intégrer à leurs arsenaux d'armes. Et seuls les États-Unis et la Russie portent la responsabilité de ne pas créer de tels systèmes d'armes. Il est évident que dans ces conditions, nous devons penser à assurer notre propre sécurité. Dans le même temps, il est impossible de sanctionner l'apparition de nouvelles armes de haute technologie et déstabilisatrices. Il va sans dire qu'il s'agit de mesures visant à empêcher l'apparition d'une nouvelle zone de confrontation, notamment dans l'espace. La guerre des étoiles n'est plus un fantasme, c'est une réalité. Au milieu des années 1980, nos partenaires américains étaient déjà capables d'intercepter leurs propres satellites. Selon la Russie, la militarisation de l'espace pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour la communauté internationale et provoquer rien de moins que le début d'une ère nucléaire. Et nous avons présenté à plusieurs reprises des initiatives visant à empêcher l'utilisation d'armes dans l'espace. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que nous avons préparé un projet d'accord sur la prévention du déploiement d'armes dans l'espace. Et dans un avenir proche, il sera envoyé à nos partenaires sous forme de propositions officielles. Travaillons là-dessus ensemble. Les projets visant à étendre certains éléments du système de défense antimissile à l'Europe ne peuvent que nous inquiéter. Qui a besoin de la prochaine étape de ce qui serait, dans ce cas, une inévitable course aux armements? Je doute profondément que ce soit le cas des Européens eux-mêmes. Dans aucun des pays dits à problème, il n'existe d'armes lance-missiles d'une portée d'environ 5 à 8 000 km qui représentent réellement une menace pour l'Europe. Et dans un avenir proche et dans les perspectives, cela n'arrivera pas et n'est même pas prévisible. Et tout lancement hypothétique, par exemple, d'une fusée nord-coréenne vers le territoire américain via l'Europe occidentale, contredit évidemment les lois de la balistique. Comme on dit en Russie,
Ce serait comme utiliser la main droite pour atteindre l'oreille gauche. Et ici, en Allemagne, je ne peux m'empêcher de mentionner l'état pitoyable du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. Le traité adapté sur les forces armées conventionnelles en Europe a été signé en 1999. Il tenait compte d'une nouvelle réalité géopolitique, à savoir l'élimination du bloc de Varsovie. 7 années se sont écoulées et seuls 4 États ont ratifié ce document, dont la Fédération de Russie. Les pays de l'OTAN ont ouvertement déclaré qu'ils ne ratifieraient pas ce traité, y compris les dispositions sur les restrictions de flanc, tant que la Russie n'aurait pas retiré ses bases militaires de Géorgie et de Moldavie. Notre armée quitte la Géorgie, même selon un calendrier accéléré. Nous avons résolu les problèmes que nous avions avec nos collègues géorgiens, comme chacun le sait. Il y a encore 1500 militaires en Moldavie qui mènent des opérations de maintien de la paix et protègent les entrepôts avec des munitions provenant de l'époque soviétique. Nous discutons constamment de cette question avec M. Solana et il connaît notre position. Nous sommes prêts à poursuivre nos efforts dans cette direction. À poursuivre. Mais que se passe-t-il en même temps ? Simultanément, les bases américaines dites flexibles de première ligne apparaissent en Bulgarie et en Roumanie, avec chacune jusqu'à 5000 hommes. Il s'avère que l'OTAN a placé ses forces de première ligne à nos frontières et nous continuons à remplir strictement les obligations du traité et ne réagissons pas du tout à ces actions. Je pense qu'il est évident que l'expansion de l'OTAN n'a aucun rapport avec la modernisation de l'Alliance elle-même ou avec la garantie de la sécurité en Europe. Au contraire, il s'agit d'une grave provocation qui réduit le niveau de confiance mutuelle. Et on est en droit de se demander contre qui est destinée cette expansion. Et qu'est-il arrivé aux assurances données par nos partenaires occidentaux après la dissolution du pacte de Varsovie? Où sont ces déclarations aujourd'hui? Personne ne s'en souvient même. Mais je me permettrai de rappeler à cette audience ce qui a été dit. Je voudrais citer le discours du secrétaire général de l'OTAN, M. Werner, à Bruxelles, le 17 mai 1990. Il avait déclaré à l'époque que le fait que nous soyons prêts à ne pas placer d'armées de l'OTAN en dehors du territoire allemand donne à l'Union soviétique une solide garantie de sécurité. Où sont ces garanties? Les pierres et les blocs de béton du mur de Berlin sont depuis longtemps distribués comme souvenirs. Mais nous ne devons pas oublier que la chute du mur de Berlin a été possible grâce à un choix historique, un choix qui a également été fait par notre peuple, le peuple russe, un choix en faveur de la démocratie, de la liberté, de l'ouverture et d'un partenariat sincère avec tous, les membres de la grande famille européenne. Et maintenant, ils tentent de nous imposer de nouvelles lignes de démarcation et de nouveaux murs. Ces murs sont peut-être virtuels, mais ils divisent néanmoins ceux qui traversent notre continent. Et est-il possible qu'il nous faudra encore une fois de nombreuses années et décennies, ainsi que plusieurs générations de politiciens, pour dissimuler et démanteler ces nouveaux murs? Chers mesdames et messieurs, nous sommes sans équivoque favorables au renforcement du régime de non-prolifération. Les principes juridiques internationaux actuels nous permettent de développer des technologies pour fabriquer du combustible nucléaire à des fins pacifiques. Et de nombreux pays souhaitent, avec toutes les bonnes raisons, créer leur propre énergie nucléaire comme base de leur indépendance énergétique. Mais nous comprenons aussi que ces technologies peuvent être rapidement transformées en armes nucléaires. Cela crée de graves tensions internationales. La situation autour du programme nucléaire iranien constitue un exemple clair. Et si la communauté internationale ne trouve pas de solution raisonnable pour résoudre ce conflit d'intérêts, le monde continuera à souffrir de crises similaires et déstabilisatrices, car il existe d'autres pays seuils que le simple Iran. Nous le savons tous les deux. Nous allons lutter en permanence contre la menace de prolifération des armes de destruction massive. L'année dernière, la Russie a présenté l'initiative de créer des centres internationaux pour l'enrichissement de l'uranium. Nous sommes ouverts à la possibilité que de tels centres soient créés non seulement en Russie, mais aussi dans d'autres pays où il existe une base légitime pour l'utilisation de l'énergie nucléaire civile. Les pays qui souhaitent développer leur énergie nucléaire pourraient garantir qu'ils recevront du combustible grâce à une participation directe à ces centres. Et les centres fonctionneraient, bien entendu, sous une surveillance étroite et constante. Les dernières initiatives avancées par le président américain George W. Bush sont conformes aux propositions russes. Je considère que la Russie et les États-Unis sont objectivement et également intéressés au renforcement du régime de non-prolifération des armes de destruction massive et à leur déploiement.
Ce sont précisément nos pays, dotés de capacités nucléaires et balistiques de pointe, qui doivent jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration de nouvelles mesures de non-prolifération plus strictes. La Russie est prête à entreprendre un tel travail. Nous sommes engagés dans des consultations avec nos amis américains. D'une manière générale, nous devrions envisager d'établir tout un système d'incitation politique et de stimuli économiques dans le cadre duquel il ne serait pas dans l'intérêt des États d'établir leurs propres capacités dans le cycle du combustible nucléaire. Mais ils auraient néanmoins la possibilité de développer l'énergie nucléaire et de renforcer leur capacité énergétique. Dans ce contexte, je parlerai plus en détail de la coopération énergétique internationale. Madame la chancelière fédérale en a également brièvement parlé. Elle a abordé ce thème. Dans le secteur énergétique, la Russie entend créer des principes de marché uniformes et des conditions transparentes pour tous. Il est évident que les prix de l'énergie doivent être déterminés par le marché plutôt que de faire l'objet de spéculations politiques, de pressions économiques ou de chantage. Nous sommes ouverts à la coopération. Des entreprises étrangères participent à tous nos grands projets énergétiques. Selon différentes estimations, jusqu'à 26% de l'extraction pétrolière en Russie, et pensez à ce chiffre, jusqu'à 26% de l'extraction pétrolière en Russie est réalisée par des capitaux étrangers. Essayez de me trouver un exemple similaire où les entreprises russes participent largement au secteur économique clé des pays occidentaux. De tels exemples n'existent pas. Il n'y a pas de tels exemples. Je voudrais également rappeler la parité entre les investissements étrangers en Russie et ceux que la Russie réalise à l'étranger. La parité est d'environ 15 contre 1. Et voici un exemple évident de l'ouverture et de la stabilité de l'économie russe. La sécurité économique est le secteur dans lequel tous doivent adhérer à des principes uniformes. Nous sommes prêts à rivaliser équitablement. C'est pour cette raison que de plus en plus d'opportunités apparaissent dans l'économie russe. Les experts et nos partenaires occidentaux évaluent objectivement ces changements. Ainsi, la note souveraine de la Russie dans l'OCDE s'est améliorée et la Russie est passée du 4e au 3e groupe. Et aujourd'hui, à Munich, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos collègues allemands pour leur aide dans la décision ci-dessus. En outre, comme vous le savez, le processus d'adhésion de la Russie à l'OMC a atteint sa phase finale. Je voudrais souligner qu'au cours de négociations longues et difficiles, nous avons entendu à plusieurs reprises des mots sur la liberté d'expression, le libre-échange et l'égalité des chances, mais, pour une raison quelconque, exclusivement en référence au marché russe. Et il existe encore un autre thème important qui touche directement la sécurité mondiale. Aujourd'hui, beaucoup parlent de lutte contre la pauvreté. Que se passe-t-il réellement dans ce domaine ? D'une part, des ressources financières sont allouées à des programmes destinés à aider les pays les plus pauvres du monde, et parfois des ressources financières substantielles. Mais pour être honnête, et beaucoup ici le savent aussi, cela est lié au développement des entreprises de ce même pays donateur. Et d'un autre côté, les pays développés maintiennent simultanément leurs subventions agricoles et limitent l'accès de certains pays aux produits de haute technologie. Et disons les choses telles qu'elles sont. D'une part, distribue l'aide caritative et de l'autre, non seulement préserve le retard économique, mais en récolte également les bénéfices. La tension sociale croissante dans les régions en dépression entraîne inévitablement une croissance du radicalisme et de l'extrémisme, alimentant le terrorisme et les conflits locaux. Et si tout cela se produit, disons, dans une région comme le Moyen-Orient, où l'on a de plus en plus le sentiment que le monde dans son ensemble est injuste, il existe alors un risque de déstabilisation mondiale. Il est évident que les principaux pays du monde devraient prendre conscience de cette menace et qu'ils devraient donc construire un système de relations économiques mondiales plus démocratique et plus juste, un système qui donnerait à chacun la chance et la possibilité de se développer. Chers mesdames et messieurs, s'exprimant à la conférence sur la politique de sécurité, il est impossible de ne pas mentionner les activités de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Comme il est bien connu, cette organisation a été créée pour examiner tous, je le souligne, tous les aspects de la sécurité, militaire, politique, économique, humanitaire et surtout les relations entre ces sphères. Que voit-on se passer aujourd'hui ? On voit que cet équilibre est clairement détruit. On essaie de transformer l'OSCE en un vulgaire instrument destiné à promouvoir les intérêts de politique étrangère d'un ou d'un groupe de pays. Et cette tâche est également accomplie par l'appareil bureaucratique de l'OSCE, qui n'a absolument aucun lien avec les fondateurs de l'État. Les procédures de prise de décision et la participation des organisations dites non gouvernementales sont adaptées à cette tâche.
Ces organisations sont formellement indépendantes, mais elles sont financées à dessein et donc sous contrôle. Selon les documents fondateurs, dans le domaine humanitaire, l'OSCE est conçue pour aider les pays membres à respecter les normes internationales des droits de l'homme, à leur demande. Il s'agit d'une tâche importante. Nous soutenons cela. Mais cela ne signifie pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'autres pays et surtout ne pas imposer un régime qui détermine comment ces États doivent vivre et se développer. Il est évident qu'une telle ingérence ne favorise en rien le développement d'États démocratiques. Au contraire, cela les rend dépendants et par conséquent politiquement et économiquement instables. Nous espérons que l'OSCE sera guidée par ses tâches principales et établira des relations avec les États souverains fondées sur le respect, la confiance et la transparence. Chères mesdames et messieurs, en conclusion, je voudrais noter ce qui suit. Nous entendons très souvent, et personnellement très souvent, des appels de nos partenaires, y compris de nos partenaires européens, selon lesquels la Russie devrait jouer un rôle de plus en plus actif dans les affaires mondiales. À ce propos, je me permettrai de faire une petite remarque. Il n'est guère nécessaire de nous y inciter. La Russie est un pays avec une histoire qui s'étend sur plus de 1000 ans et a pratiquement toujours utilisé le privilège de mener une politique étrangère indépendante. Nous n'allons pas changer cette tradition aujourd'hui. Dans le même temps, nous sommes parfaitement conscients de la façon dont le monde a changé et nous avons une idée réaliste de nos propres opportunités et de notre potentiel. Et bien sûr, nous aimerions interagir avec des partenaires responsables et indépendants avec lesquels nous pourrions travailler ensemble à la construction d'un ordre mondial juste et démocratique qui garantirait la sécurité et la prospérité non seulement de quelques privilégiés, mais de tous. Merci pour votre attention.